rapport. Journaliste, tu as été. Oui, journal Le Peuple. De la région, donc, tu es né à Dour. Je suis né à Dour, oui. C'est le patelin, enfin, non, c'est pas le patelin, mais c'est la région de Robert Urbain. Oui, il était de Boussul. Il est de Boussul, lui, Oui, d'accord, oui, d'accord. oui, oui. Oui, moi je suis né à Dour, donc dans une famille ouvrière. Oui, oui. Et mon père, juste après la guerre, est entré à la gendarmerie. Et donc il était caserné ici à Ixelles, au caserne. Ma mère l'a rejoint un peu de temps après, et puis quand j'avais 17 mois, je suis venu rejoindre mes parents à Ixelles, et je n'ai jamais quitté Ixelles. Ah, tu n'as jamais quitté Ixelles depuis 3 ans. Voilà. Et en tant que journaliste, est-ce que tu as eu l'occasion de rencontrer Jean-Guy? Oui, je l'ai rencontré. Oui, qui était vu sur Charleroi. Charleroi, le journal Les Indépendances. Oui, tout à fait. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises, effectivement. Et puis après, je pense que lui a succédé, c'est Christian Renard à Charleroi, je crois bien, qui a été le chef de cabinet de Jean-Claude Van Cohen. Oui. Donc ça c'est... Voilà. Donc à Ixelles, tu as toute une carrière, mais c'est une carrière dont on ne va pas parler, parce que bon, tu as été député, tu as été bourgmestre de la commune d'Ixelles. Mais donc tu as une connaissance du terrain extraordinaire. Et dans cette première connaissance du terrain où tu as été flairé, humé, tout ce qu'il pouvait y avoir dans tous les coins et recoins, tu as sorti un premier roman, qui est un roman, je vais dire, d'investigation presque policière. Tout à fait. Voilà. Et là, je pense que tu t'es bien amusé. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup en parler parce que les agendas ne se sont pas harmonisés à ce moment-là. Puis il y a eu le Covid. Oui. Parle-nous un peu de ce premier roman. En fait, c'est le deuxième livre que j'ai écrit, puisque j'avais écrit précédemment, quelques années avant, 2008, un bouquin sur mai 68. Effectivement. Mais ça, c'était un récit, c'était pas un roman. Et donc, j'ai toujours aimé écrire, puisque j'ai été journaliste, mais l'écriture de ce récit m'avait quand même vraiment plu, m'avait motivé pour continuer, pour faire autre chose. Et alors je me suis lancé dans la rédaction de ce premier roman, Le flic évanoui, où il y a une petite partie d'autobiographie, puisque je parle de la rédaction d'un journal, je parle aussi du bistrot de quartier, parce que je fréquentais à l'époque des bistrots de quartier, parce que c'était la mode, c'était un lieu de rencontre. La TV n'avait pas encore pris la place qu'elle occupe maintenant. Et donc c'est à partir de ces éléments-là que j'ai élaboré ce premier roman. Mais donc, tu as, comme je l'ai dit tantôt pour le premier roman, déjà investigué et découvert Bruxelles. Mais alors, dans le roman qui va suivre et dont on va parler, là, tu te replonges un petit peu dans des découvertes que tu as fait au niveau historique sur Bruxelles, la ville, pendant la guerre. Oui. Et là, je vais dire, j'ai beaucoup apprécié, c'est les descriptions, ne fût-ce que l'ambiance, l'atmosphère. Là, on se retrouve vraiment près de 60 ans en arrière, quoi. 60, 70 ans en arrière. 70 ans en arrière. Et là, on est sous l'occupation. Et tu choisis, pour construire ton roman, une famille d'imprimeurs. Pourquoi avoir choisi une famille d'imprimeurs et pas un bistrotier ou, je veux dire, un tailleur? Qu'est-ce qui t'a attiré vers justement... Mais il faut savoir que je ne fais pas de plan. D'accord. Le seul fil conducteur général, c'est la guerre, évidemment. C'est le déroulement du conflit depuis l'entrée des Allemands le 10 mai 40 en Belgique jusqu'à la capitulation de l'Allemagne. Donc ça, je dois respecter, bien entendu, l'évolution du conflit. Et pour le reste, il n'y a pas de fil au départ, il n'y a pas de plan. Et donc j'élabore le roman au fur et à mesure que je l'écris. Et je suis parti des funérailles, en fait, de la maman. Ça commence mal, mais enfin c'est un personnage que j'élimine déjà. Et c'est vrai que c'était inconscient au départ. En fait, je voulais arriver à une confrontation entre deux personnages qui constituent les deux piliers principaux du roman. C'est le jeune Max, qui lui va se tourner vers la résistance, et sa sœur, qui est une femme de pouvoir, et qui, dans la mesure où le père a été malade, est absent, elle va prendre les rênes de l'entreprise,
et elle va être véritablement guidée par son appétit de pouvoir jusqu'à éliminer tout ce qu'elle pourra éliminer, notamment comment dirais-je, l'adjoint, l'adjoint du père. Donc, qui était tout à fait. Alors, ce qui est très subtil, évidemment, dans la construction du récit, c'est que tu vas justement donc choisir cette famille d'imprimeurs, parce que le papier aura beaucoup d'importance, évidemment, dans la poursuite du récit. Explique-nous un peu. C'est vrai que je me suis dit à un moment donné, quel type d'entreprise je pourrais mettre en évidence, et c'est vrai que j'ai pris les imprimeurs. Peut-être aussi parce que je me suis rappelé l'impression du journal pour lequel j'ai travaillé, et c'est vrai qu'un des éléments importants, c'était le problème du papier qui était rationné et contrôlé par la Wehrmacht, par l'autorité allemande. Et donc ça, c'est un des éléments qui justifie justement que Claire, la sœur qui dirige l'entreprise, s'est rapprochée, bien entendu, de l'autorité allemande parce qu'elle avait besoin du papier et elle voulait aussi avoir une clientèle solide, fiable, qui garantisse la durée de l'entreprise. Oui, parce qu'elle avait justement en charge l'entreprise, il y avait toute une série d'ouvriers imprimeurs, il y avait sa propre famille et tout ça devait être nourri, évidemment, donc il fallait que le business continue, quoi. Et comme dans toute famille, évidemment, il y a des oiseaux différents, donc il y a un frère et une sœur. Parle-nous un petit peu de ce frère, qui va avoir certaines fréquentations. Parle-nous un peu de ce personnage important. Mais Max, c'est le plus jeune, puisqu'après il y a la cadette, c'est Georgette, qui est une espèce de trait d'union entre la sœur aînée et le Benjamin. Elle essaie de maintenir l'église au milieu du village. Mais Max, bon, c'est un jeune, il a 20 ans, et il n'est peut-être pas encore tout à fait mature, mais comme le père va quitter la maison pour se reposer dans le midi de la France, il est confronté à une situation, à la guerre, à sa sœur qui exerce toujours, enfin qui essaie d'exercer toujours une emprise sur lui, et je dirais par ce contexte-là, il va petit à petit assurer une certaine maturité. Et donc, premier réflexe, c'est de dire, bon, on est en guerre, nous, on ne va pas rester inactifs. Et il est toujours flanqué de son inséparable cousin, Fred, qui est, c'est un peu comme Spirou et Fantasio, tout à fait. Qui va être de tous les coups avec Max. Et les circonstances font que, lors d'une manifestation à caractère plutôt patriotique, il rencontre quelqu'un qu'il a remarqué, et c'est ainsi qu'on va lui ouvrir les portes de la résistance. Et là, bon, l'aventure commence pour lui et pour son cousin, qu'il va évidemment drainer derrière lui, et quelques autres amis qui vont constituer un noyau important pour l'action de résistance. Est-ce que tu peux nous situer un petit peu le quartier où aurait pu se situer cette imprimerie? Je ne l'ai pas précisé, parce que on pourrait dire que Max et sa famille habitent plus ou moins dans le quartier Tenbosch. D'accord. Parce que je parle de la rue du Bailly, je parle de l'église de la Trinité, mais je ne précise pas. Tu ne précises pas. Et l'imprimerie, j'ai dit, c'était plutôt dans la banlieue de Bruxelles, dans un quartier isolé, puisque les travaux d'imprimerie clandestine vont se dérouler dans un quartier heureusement isolé. Donc c'est ainsi que j'ai voulu le situer, sans préciser si c'est à Gamsoren ou ailleurs. Voilà. Mais tu avais un bâtiment précis en tête pour les descriptions, pas spécialement. Non, j'ai un peu pensé à l'atelier du peuple. Ah d'accord, voilà. Oui, parce qu'il y a le marbre. Donc tu reviens toujours, évidemment, à ces connaissances de base. Aux connaissances de base qui sont très importantes et que subtilement tu glisses évidemment dans le récit, parce qu'on est vraiment dans la visite d'une imprimerie. Oui. On est vraiment là, on a presque l'encre sur les doigts par moment, on sent l'odeur du papier, surtout de l'encre. Oui. Ça, je dois dire, c'est ça qui m'a beaucoup ému dans la lecture, c'est qu'on s'y trouve vraiment. Tu es un créateur d'atmosphère, je trouve. Merci. Oui, moi je trouve, c'est ça qui est bien, quoi.
Mais bon, tu parles un peu de la rue du Bailly, mais tu parles aussi d'un fait historique qui s'est déroulé. Je vais dire, lorsque cet avion est venu bombarder Oui. à l'avenue Louise, là où tu as très bien décrit l'atmosphère, et là aussi c'est un moment important dans le récit. Oui, parce que, bon, c'est un roman, évidemment, c'est de la fiction, les personnages sont inventés, mais j'ai voulu absolument qu'il colle à une réalité historique. Et donc, je dirais, à différents endroits du roman, je me raccroche à une actualité. Et le mitraillage des locaux de la Gestapo, c'est un moment effectivement important. Et j'ai voulu que, par exemple, Fred est un spectateur. Voilà. Et donc, c'est à travers Fred un peu que je décris ce qui s'est passé. Parle-nous un petit peu de ce père qui a dû quitter, mais parle-nous un petit peu de ce personnage qui est aussi un personnage important, fort en retrait, Oui. dont on se doute qu'il a peut-être encore toujours un regard sur ce qui se passe, mais parle-nous un peu de lui. Comment le situes-tu? Mais je pense que c'est un homme honnête, c'est un industriel qui travaille en collaboration avec quelqu'un qu'il connaît depuis 20 ans, Simon Epstein, qui a investi dans l'imprimerie. Voilà. Et Simon est juif, justement. Et le père, je l'ai écarté parce qu'il fallait laisser une place pour Claire. Parce que si le père était resté à la tête de l'imprimerie, rien ne se serait passé comme ça. Rien ne se serait passé. Il n'aurait certainement pas voulu éliminer Simon. Au contraire, il aurait peut-être fait tout pour le protéger. Et donc, c'était un personnage, je dirais, important, mais encombrant à ce stade-là. Voilà. Il reviendra après, plus tard. Donc, j'ai trouvé le moyen. Il a eu un accident cardiaque et il est allé se réfugier en France chez une cousine pour se reposer. Et puis, à plusieurs reprises, j'ai trouvé des subterfuges pour qu'il ne revienne pas, évidemment. Voilà. Alors, c'est ça un petit peu qui est très, très, très amusant et très subtil. Et ça, c'est tout le travail de l'écrivain, c'est justement de créer ce suspense. Tu viens de parler donc de ce collaborateur associé, Epstein, dont on ne va pas dire plus parce que c'est un personnage très important dans la suite du récit. C'est très subtil de ta part d'avoir glissé ce personnage-là. Parce que là, tu abordes évidemment les Juifs, oui, la façon dont ils vont devoir eux-mêmes gérer leur propre famille, leur propre travail, et ce qui va se dérouler alors dans leur monde qu'ils vont devoir se cacher. Là, je dois dire, on ne va pas en dire de trop, mais c'est cette amitié qu'il y avait entre les deux personnages qu'on sent à travers tout le récit. Oui. Et ça, tu as pu garder, je vais dire, ce lien très étroit entre Epstein et le père. Oui, tout à fait. Et Epstein me permet effectivement d'évoquer la question. Comme il est un peu plus loin, Madame Fuss, cette veuve avec ses 2 enfants, qui est juive, et qu'on va essayer de sauver. Parce que bon, c'est un élément important dans un récit de guerre. C'est la condition, la situation des Juifs, effectivement. Mais bon, un récit de guerre, mais qui est non pas un livre d'histoire sur la guerre, c'est un suspense. Oui. Au fil des pages, tu entretiens un suspense. Ne fût-ce qu'on revient à Claire, la façon dont elle va, je vais dire, mener sa vie de femme d'affaires, mais l'emprise qu'elle aura en même temps sur sa propre famille, quoi. Et là, je dois dire, les autres vont s'aplatir. Pourquoi vont-ils s'aplatir? Et pourquoi ne vont-ils pas affronter directement la sœur? Là, c'est une subtilité de l'écrivain de pouvoir justement, est-ce qu'il y aura friction ou pas friction? Et là, tu entretiens bien ça. Comment as-tu pensé, évidemment, à ce non-affrontement qu'on te fait? Mais c'est le personnage de Georgette qui, je trouve, qui est aussi important. C'est une espèce de tampon. Voilà. Parce que Max, s'il était seul, je crois qu'il rentrait dans l'art directement. Et donc Georgette temporise parce que, bon, elle aime sa sœur aussi, elle aime bien son petit frère, et elle essaye toujours de garder une forme de cohésion dans cette famille. Mais ça ne l'empêche pas de penser, même si elle ne dit pas grand-chose, on sent bien petit à petit qu'elle est plutôt du côté de Max et qu'elle n'aime pas beaucoup cette collaboration avec l'autorité allemande. Hein. Mais bon, elle nous
n'ose pas affronter sa sœur. En tout cas, pas tout de suite. À un moment donné, elle va quand même donner sa façon de penser. Oui, oui. Moi, ça me fait penser à un autre roman écrit par un autre ami, mais ça se déroule dans les Ardennes, où aussi lui, il a eu connaissance d'un personnage, non pas trouble, mais un personnage qui a vécu proche des Allemands. Et c'est surtout le travail qu'elle faisait en coulisses, avec justement la résistance. Or, beaucoup après la guerre lui ont reproché justement d'avoir trop fréquenté les Allemands, et ignorer cette partie cachée où elle a eu un rôle très important. Il a tenté de la faire réhabiliter, ça n'a pas marché. Pourtant, lui, c'était un homme de pouvoir qui avait les moyens de pouvoir exprimer. Donc, comme il n'a vraiment pas réussi, il en a fait un roman que je te montrerai tantôt. Oui, oui. C'est écrit par Bernard Capras, qui a été le gouverneur de la province de Luxembourg, ah, oui, oui. Et qui a le cahier orange. Je te le montrerai d'ailleurs, je vais même te l'offrir, tu verras. Comment des gens de notre époque, de votre époque, pouvaient, je veux dire, faire découvrir aux jeunes, aux contemporains, ce qui s'est passé à une certaine époque, sous couverture justement d'un roman. Je reviens à ton roman, à toi. Donc, les années vont passer, elle va s'assurer évidemment dans ce qui va se passer, mais la libération va très vite arriver. Oui. Et là, c'est patatras. Les femmes qui ont collaboré, parle-nous un peu de ça. Ben, elle va subir le sort de beaucoup de femmes, d'ailleurs, qui se sont trouvées dans ces conditions. C'est qu'à un moment donné, elle va d'abord être arrêtée par la Gestapo. Et elle va essayer de justifier, je dirais, son engagement par le fait qu'elle travaille pour la Wehrmacht, qu'elle connaît très bien, intimement, le major Birendorf, qui lui a fait signer d'ailleurs le contrat avec la Wehrmacht. Et elle va se retrouver finalement abandonnée par ce major qui lui est reparti en Allemagne. Et elle sera tondue. Elle sera tondue comme d'autres femmes. Et elle va se retrouver à la prison de Forêt. D'accord. Donc, tu parles de la prison de Forêt, on a parlé de Epstein tantôt, et délicatement, tu nous transportes justement là où tous les Juifs partaient. Tu vas nous faire visiter un peu donc Malines. Oui, le fort de Brendonk, oui. Effectivement. C'est Brendonk ou Malines? C'est Brendonk. Ah, c'est Brendonk. Brendonk, oui, oui. Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup des camps de concentration en Allemagne, mais il y en a quand même eu un ici, en Belgique, et qui était véritablement redouté, parce qu'il s'est passé des choses abominables dans ce camp. Et là, c'est aussi, je dis comment est-ce que je peux aborder cet aspect-là de la guerre qui nous concerne particulièrement en Belgique. Eh bien, j'ai utilisé fret. Je l'ai fait ramasser par la Gestapo et envoyé à Brendonk, ce qui m'a donné l'occasion alors de décrire un peu l'atmosphère, l'ambiance, les difficultés. Et je dirais que ça est ce qui a permis après des retrouvailles entre les deux cousins. Moi, ce que j'ai, à la lecture de ton ouvrage, je me suis dit, mais ça c'est un bouquin que les professeurs d'histoire dans les écoles devraient mettre à disposition de leurs élèves pour faire découvrir justement cette époque-là, non pas avec des faits historiques qui sont rébarbatifs, mais sous couverture justement de ce roman, de ce récit. Est-ce que tu as eu des contacts avec le corps enseignant à ce sujet-là? Pas du tout. Non. Comment se fait-il qu'il y ait, je vais dire, une non-curiosité de la part de ces gens-là pour justement pouvoir offrir à leurs élèves un document qui va leur faire découvrir mille et une choses? Mais je crois que le roman n'est pas encore vraiment connu, c'est le problème est là. Voilà. Sinon, effectivement, ça serait intéressant, parce que je pense, d'après les échos que j'ai, qu'on le lit d'une manière assez facile et que ce n'est pas désagréable à lire. Donc, pour un jeune qui voudrait découvrir les choses, ça se lit comme un roman. Ça se lit comme un roman. roman. Et je pense que, sous couverture toujours du roman, moi, de plus en plus d'amis auteurs sont invités dans les écoles pour aller parler de l'écriture, mais justement ici parler justement de la guerre. Ah oui, oui. Là, c'est une suggestion qu'on va faire, évidemment. Ah, ce serait bien. À nos responsables locaux pour justement inviter Willy de Courty à aller parler de la guerre de cette période-là, tout en faisant la lecture de quelques larges passages de son roman,
qui seront, je vais dire, une découverte pour des élèves qui n'ont cure de savoir ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ils seront, je veux dire, attirés par la beauté de l'écriture aussi. Parce que tu sais, tu es un tribun, tu sais parler, tu sais expliquer les choses. Tu n'es pas un homme timide, donc tu sauras les mettre vite à l'aise, quoi. Oui, je pense. Là, maintenant, les libraires, comment ont-ils réagi à la sortie du roman? C'est sorti fin mai, juin? C'est fin juin, c'est Fin sorti juin. fin juin. Mais bon, je suis dans une situation un peu spéciale. La maison d'édition qui est française, Oui. les trois colonnes, ne font pas de dépôt dans les librairies. C'est pas plus mal. Donc on est obligé évidemment de faire connaître le Mhm. roman par des dossiers de presse. C'est pas plus mal. Ce que je fais aussi. J'essaye de seconder la maison d'édition. Et je sais qu'il y a des journalistes qui ont demandé le bouquin. Et j'attends les premières réactions D'accord. de la presse. Oui, parce que le dépôt, c'est pas une solution. Moi, quand un libraire veut soutenir un bouquin, il en achète une pile de 12 et ça part très vite. Est-ce que tu as eu des contacts avec notre ami Philippe Demoulin, qui a maintenant la librairie Peinture Fraîche à la rue Lesboussard? Non, mais je peux aller lui rendre Là, visite. je pense que lui étant, je veux dire, au centre, et en tant que libraire, qui a Peinture Fraîche aussi sur la place du Tabillon, c'est ça? Tabellion. Tabellion. Tabellion, Oui, Tabellion. oui. C'est la place de la Trinité. Là. Trinité, oui. Voilà. Ah, il a aussi un... Il a ouvert la rue Lesboussard. Ah, d'accord. Donc c'est un personnage. Je te donnerai le numéro de la rue. D'accord. Mais là, je dois dire, c'est un endroit où l'ouvrage peut se trouver. Ah oui, parfait. Parce que c'est vrai, si tu fais toi-même la prospection, c'est important. Quoi. Oui, 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 d'accord. Tu nous as parlé, en arrivant ici, enfin je t'ai questionné, tu as une autre passion qui est la peinture. Oui. Le peintre et l'artiste, il y a une similitude, comme on le disait tantôt, c'est la recherche du beau ton, de la belle couleur, comme dans ton écriture, c'est la recherche du beau mot. Ça va de pair. Oui, en ce qui me concerne, oui. Évidemment, tout le monde n'a peut-être pas je dirais, la sensibilité picturale, mais comme je te le disais tout à l'heure, je dessine depuis que je sais tenir un crayon. Je n'ai jamais étudié le dessin, mais je n'ai jamais suivi de cours. Mais à un moment donné, je ne sais pas, ça m'a pris comme ça. En regardant des peintures, je vais essayer. J'avais déjà essayé il y a quelques années, mais c'était pas très encourageant. Et finalement, je me dis, je me rejette à l'eau. Et j'ai trouvé ça intéressant. J'ai regardé sur Internet, vous savez, il y a des petits programmes pour expliquer les bases même. Et puis je me suis lancé à l'eau. Et pendant un an et demi environ, j'ai peint des petits tableaux, des petits paysages principalement. Puis je suis entré à l'académie. Et maintenant, je dirais que je m'attache principalement au portrait. Mais pas uniquement le portrait. Le personnage que je peins, j'essaie de le mettre dans un contexte qui n'est pas nécessairement un contexte logique. Par exemple, récemment, j'ai peint Stéphane Bern, le portrait de Stéphane Bern, mais je l'ai mis devant un charbonnage. D'accord. En disant, c'est pas Versailles, mais voilà. C'est le contraste, évidemment. Ça, tu veux un verre d'eau? Non, c'est les cordes vocales qui sont en roux, c'est pas grave. Je dis, on connaît Stéphane Bern, c'est Versailles, c'est les plus beaux châteaux, les plus beaux villages de France, etc. Et le charbonnage, ici, c'est vraiment l'antithèse, voilà. En fait. Donc c'est un peu ça. C'est un peu coquin, ça, c'est un peu coquin, provocateur. J'essaie de faire un peu le choc. Ah d'accord. Donc voilà. Donc tu me parles de Berne, tu as un autre personnage comme ça, ou tu le mets en opposé avec autre chose? Ben, par exemple, j'ai peint Freud, oui. Qui est assis dans un fauteuil, et à côté de lui, allongé, c'est la Maja de Goya. Ah d'accord. Ah, et oui. il se trouve dans une grotte, et on voit la lumière qui vit avec un paysage, une petite rivière, des montagnes. La lumière vient de la grotte et illumine les personnages. Donc je dis qu'il y a matière un peu à réflexion. D'accord. Tu vis à la campagne maintenant? Tu as un bon bol d'air tous les matins? Oui. Est-ce que ça peut t'inspirer, évidemment, cette autre ambiance que la ville dans l'écriture? Oui, je pense, parce que malgré tout, c'est un endroit plus calme. Plus calme?
de la fenêtre de mon bureau, je n'ai que de la verdure. Donc j'ai un rideau d'arbres, le jardin est assez grand. Reposant. Et reposant. Et donc là, je suis vraiment, vraiment tranquille. Dans l'écriture, tu as un autre projet pour le moment? Non, pas Non. encore. Mais j'y réfléchis parce que ça commence à me démanger. J'ai envie d'écrire, mais je suis plus préoccupé par faire la publicité, la promotion du livre qui vient de sortir. Ah ben ça va se faire tout seul, ça. Oui, mais il y a quand même des choses à faire. Oui, d'accord, mais ça va se faire tout seul, ouais, pas de souci. Je pense que un auteur ne devrait pas se tracasser avec ça, tout compte fait. Le livre, il est là, le livre, il existe, et je pense que c'est le bouche à oreille qui doit fonctionner. Oui. Moi, je dis toujours, le libraire qui laisse un mendiant venir chez lui pour proposer un bouquin n'est pas un bon libraire. Un bon libraire, c'est quelqu'un qui, dès qu'il voit quelque chose, va devoir être attiré, par le bel objet que c'est. En l'ouvrant n'importe où, il va découvrir un texte qui est magnifique. Donc, je dois dire, tu n'auras pas beaucoup d'argumentation à faire pour placer ton bouquin. Tant mieux. Pour autant qu'on est de bons libraires. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, mais bon, la promotion, je sais, c'est important. Bon, ici, on est en pleine rentrée littéraire, donc c'est le moment d'en parler. Oui. C'est le moment d'organiser des rencontres, effectivement. Est-ce que tu as des rencontres qui sont prévues? Ou bien est-ce que tout ça se met seulement en route? Ça se met en route. Enfin, j'ai une interview qui est prévue, mais la date n'est pas encore prévue, à la RTBF. D'accord. Je sais que la Libre Belgique a commandé le bouquin. Moi, j'ai envoyé les informations au journal Le Soir et à d'autres journalistes. Bon, j'attends les retours. Et alors, je sais que l'organe culturel du Parti Socialiste, le PAC, Présence Action Culturelle, voudrait faire une rencontre, y compris avec la section d'Ixelles du PS, pour que je puisse présenter alors en public. D'accord. Donc tout ça commence à bouger. Alors voilà, on va laisser tout ça se faire petit à petit, pas à pas. Ce soir, ce sera déjà publié ici sur notre petit groupe d'Ixelles. Oui. Ça, c'est un fait certain. Et le reste va suivre. En tout cas, merci beaucoup. Voilà. Willy, merci beaucoup d'être venu me voir. Non, avec plaisir. En tout cas, j'ai eu moi aussi énormément de plaisir à te découvrir par l'écriture. On s'était déjà croisés de plus tôt, mais sans se connaître, parce que bon, nous on se croisait, mais l'écriture nous a bien rapprochés. Je te remercie d'être venu. C'est moi, merci beaucoup. Voilà. Merci. Philippe de